8 explorateurs, 8 paris impossibles. Et une seule obsession, arriver les premiers ou disparaître à jamais. Samuel de Champlain, 1574-1635. Au début du XVIIe siècle, l'Amérique du Nord reste un territoire largement inconnu des Européens. En 1603, Samuel de Champlain participe à sa première expédition vers le Canada, envoyée par la France pour explorer et cartographier ces nouvelles terres. Il remonte le fleuve Saint-Laurent et découvre un monde immense, encore absent des cartes européennes précises. Dès ce moment, il comprend qu'il ne s'agit pas seulement d'un voyage, mais d'un continent à explorer. En 1604, il participe à une nouvelle tentative de colonisation en Acadie, où il commence à étudier les côtes et les populations locales. Puis son projet le plus risqué arrive. Le 3 juillet 1608, Champlain fonde Québec sur le Saint-Laurent. C'est un pari énorme, une colonie isolée, sans infrastructure, exposée à des hivers extrêmement rigoureux et dépendante de ravitaillements venus d'Europe. L'hiver 1608-1609 est catastrophique, maladies, froid intense et survie difficile pour les colons. Mais Champlain tient bon. À partir de 1609, il s'enfonce plus loin dans le continent et établit aussi des alliances avec des peuples autochtones indispensables à la survie de la colonie. Entre 1609 et 1615, il multiplie les expéditions, cartographie progressivement les régions des Grands Lacs et renforce la présence française. Chaque voyage est un risque. Navigation inconnue, conflits possibles, conditions extrêmes. Pourtant, il continue. Et sans le savoir, entre 1608 et les années 1615, il pose les bases de ce qui deviendra l'un des plus grands territoires coloniaux français d'Amérique du Nord. Et oui, c'est déjà du costaud. Pierre Savorgnan de Brazza, 1852-1905. À la fin du XIXe siècle, une grande partie du bassin du Congo reste encore largement inconnue des Européens. En 1875, un jeune explorateur franco-italien, Pierre Savorgnan de Brazza, décide de se lancer dans une expédition qui va changer sa vie et peut-être l'équilibre d'une région entière. Son objectif est simple sur le papier, remonter les grands fleuves d'Afrique centrale pour comprendre ce territoire immense. Mais en réalité, rien n'est simple. Le terrain est difficile, les maladies sont omniprésentes et les distances sont gigantesques. En 1879, Brazza entame sa grande expédition vers l'intérieur du bassin du Congo. Plutôt que de s'imposer par la force, il choisit une stratégie radicalement différente pour l'époque. Avancer lentement, négocier et établir des contacts avec les populations locales. Le risque est énorme. Il est loin de tout soutien militaire important dans une région où d'autres puissances européennes commencent aussi à s'intéresser au territoire. Une erreur diplomatique ou un conflit peut mettre fin à toute son expédition. Mais, en 1880, il atteint un point décisif. Il rencontre le chef Makoko, avec lequel il signe un accord qui permet l'installation française dans la région du fleuve Congo. Ce moment est crucial. À partir de là, Brazza continue ses explorations et ses négociations dans les années 1880, ouvrant progressivement la voie à la présence française en Afrique équatoriale. Son approche, fondée sur la diplomatie plutôt que la conquête brutale, le rend unique parmi les explorateurs de son époque. Et pourtant, à ce moment-là, il ne sait pas encore que ses décisions vont influencer durablement l'histoire coloniale de toute une région. Willem Janszoon, 1570-1630. Au début du XVIIe siècle, les cartes européennes laissent encore une immense zone blanche au sud des mers connues. On l'appelle simplement les terres du sud inconnues. En 1605, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales envoie un navire explorer ces régions encore jamais clairement cartographiées. À son bord, Willem Janszoon. Sa mission est commerciale, mais son voyage va devenir historique. En 1606, il navigue le long des côtes de la Nouvelle-Guinée et continue vers le sud, en suivant une route que presque personne n'a jamais empruntée. À un moment, il atteint une terre inconnue pour les Européens. Il la longe sans comprendre pleinement ce qu'il a sous les yeux. Il pense simplement qu'il s'agit d'une extension du monde connu. Mais en réalité, il vient d'être le premier Européen à atteindre les côtes du continent australien. Cette découverte est majeure, mais presque invisible à l'époque. Le territoire est aride par endroits, difficile à exploiter, et Janszoon n'y établit pas de colonie durable. Il ne reste que quelques notes de navigation et des traces sur des cartes néerlandaises. En 1606, puis dans les années qui suivent, d'autres explorateurs néerlandais commencent à suivre des routes similaires, mais sans encore comprendre l'ampleur de cette découverte. Ce n'est que bien plus tard que l'on réalisera que ce voyage de Janszoon marque le premier contact européen documenté avec l'Australie. À ce moment-là, il ne sait pas qu'il vient d'ouvrir l'un des derniers grands chapitres
de l'exploration mondiale. Vilhjálmur Stefánsson, 1879-1962. Au début du XXe siècle, l'Arctique reste l'un des endroits les plus hostiles et les moins compris de la planète. Un désert de glace où survivre sans préparation est presque impossible. En 1906, Vilhjálmur Stefánsson rejoint sa première grande expédition dans le Grand Nord canadien. Très vite, il développe une idée controversée pour l'époque. Certaines régions arctiques ne sont pas seulement habitables, elles pourraient être comprises comme des terres de vie. En 1908 puis en 1909, il passe de longs mois à vivre près des populations inuites, apprenant leurs techniques de survie. Cette immersion change complètement sa vision de l'Arctique. Contrairement à beaucoup d'explorateurs européens, il ne voit pas seulement un environnement hostile, mais un territoire où l'on peut survivre avec les bonnes connaissances. Mais son pari le plus risqué arrive plus tard. Entre 1913 et 1918, Stefánsson mène des expéditions dans les régions arctiques les plus isolées du Canada. Certaines équipes disparaissent, d'autres survivent dans des conditions extrêmes. En 1914, une de ces expéditions devient totalement isolée sur la glace pendant des mois, sans garantie de secours. La pression est énorme, faim, froid, isolement total. Pourtant, Stefánsson continue de défendre son idée que l'Arctique peut être exploré et compris, pas seulement redouté. Dans les années 1920, il publie ses observations et influence profondément la manière dont les explorateurs voient les régions polaires. Matthew Henson, 1866-1955. À la fin du XIXe siècle, l'Arctique reste l'un des derniers grands mystères de la planète. Un monde de glace où très peu d'hommes ont survécu longtemps. En 1891, Matthew Henson rejoint les premières expéditions arctiques menées par Robert Peary. Très vite, il devient bien plus qu'un simple membre d'équipage. Il apprend les techniques de survie des Inuits, maîtrise les traîneaux et s'adapte aux conditions extrêmes. Pendant des années, entre 1891 et 1905, il participe à plusieurs expéditions vers le nord du Groenland, toujours plus loin, toujours plus dangereux. Leur objectif est clair, atteindre le pôle Nord. Mais chaque tentative échoue, repoussée par la glace, le froid et l'épuisement. En 1906, puis en 1908, ils repartent encore plus au nord, dans des conditions de plus en plus extrêmes. Chaque expédition est un pari total, une erreur de trajectoire et c'est la mort assurée. Enfin, en 1909, ils lancent leur dernière tentative. Le 6 avril 1909, Robert Peary affirme avoir atteint le pôle Nord, accompagné de Matthew Henson et d'autres membres de l'équipe. Henson est souvent considéré comme le premier homme à être arrivé au point exact du pôle, car il aurait marché en tête de l'expédition sur la dernière partie du trajet. Mais à leur retour, la reconnaissance est inégale, et son rôle est longtemps sous-estimé. Malgré cela, entre 1891 et 1909, Henson aura participé à l'une des plus grandes courses vers un point géographique jamais tenté, le sommet du monde. Yuri Lisiansky, 1773-1837. Au début du XIXe siècle, les grandes puissances maritimes se lancent dans une nouvelle forme de compétition, comprendre et cartographier le globe dans son ensemble. En 1803, l'Empire russe organise une expédition ambitieuse, un tour du monde scientifique et commercial. À bord du navire Neva, un homme va jouer un rôle essentiel dans cette mission, Yuri Lisiansky. Son objectif est clair, mais extrêmement risqué. Naviguer pendant des années à travers des océans encore mal connus, avec des escales dans des régions peu explorées. En 1803, il quitte la Russie en même temps que le navire Nadejda, commandé par Krusenstern, dans ce qui devient la première circumnavigation russe. Très vite, la mission se complique. Tempête, maladies et navigation incertaine mettent l'équipage à rude épreuve. En 1804 puis en 1805, Lisiansky traverse l'Atlantique, le Pacifique, en réalisant des relevés scientifiques et géographiques précis. Mais le défi le plus extrême arrive dans les mers du Sud et du Pacifique Nord, où les cartes sont encore plus approximatives. Chaque erreur de navigation peut entraîner des semaines de dérive ou la perte du navire. En 1806, les deux navires se séparent temporairement et Lisiansky continue seul une partie du voyage avec le Neva. Il réalise alors une performance rare pour l'époque. Une navigation autonome sur des milliers de kilomètres dans des zones encore largement inconnues. En 1806, il termine finalement son tour du monde, devenant l'un des premiers Russes à accomplir une circumnavigation scientifique complète. À ce moment-là, il ne sait pas encore que son voyage va ouvrir la voie à une nouvelle génération d'exploration russe à l'échelle mondiale. Isabella Bird, 1831-1904. Au XIXe siècle, voyager seule en tant que femme est déjà considéré comme dangereux.
Mais partir explorer des régions inconnues relève presque de l'impossible. Pourtant, en 1854, Isabella Bird commence à voyager pour raisons de santé et découvre rapidement que le monde extérieur est bien plus vaste que ce qu'on lui avait enseigné. Très vite, elle transforme ses voyages en véritable mission d'exploration. En 1873, elle part seule pour les États-Unis, une décision extrêmement audacieuse pour l'époque. Elle traverse les Rocheuses, visite des territoires encore peu développés et décrit des paysages que peu d'Européens ont observés de ses propres yeux. Chaque étape est un risque. Conditions extrêmes, isolement total et absence de protection. Mais elle continue. En 1879, elle entreprend un voyage encore plus ambitieux, le Japon. Elle y devient l'une des premières occidentales à explorer certaines régions reculées de l'archipel et à en décrire précisément les modes de vie. Son regard est précis, méthodique et surtout indépendant. Puis, en 1894, elle accomplit son expédition la plus risquée, l'Himalaya et le Tibet. Elle voyage dans des régions montagneuses difficiles d'accès, parfois sans route fiable, à une époque où ces territoires sont presque fermés aux étrangers. Chaque déplacement est un pari sur sa survie. Et pourtant, elle continue d'écrire, d'observer et de documenter. En 1892, elle devient la première femme élue membre de la Royal Geographic Society, une reconnaissance exceptionnelle pour une exploratrice de son époque. Isabella Bird n'a pas seulement voyagé. Entre 1854 et les années 1890, elle a prouvé qu'il était possible d'explorer le monde entier, même quand tout semblait l'interdire. Nous arrivons maintenant au top 1 de cette vidéo, Roald Amundsen 1872-1928. En termes d'audace, Roald Amundsen surpasse tout le monde. Alors déjà, son premier grand exploit commence le 16 juin 1903, lorsqu'il quitte Oslo à bord du Gjøa. Son objectif est clair, trouver et franchir le légendaire passage du Nord-Ouest, une route maritime reliant l'Atlantique au Pacifique à travers l'Arctique canadien. Pendant plus de 2 ans, son petit équipage affronte les glaces, l'isolement et des hivers interminables. Finalement, le 26 août 1905, Amundsen achève le premier franchissement complet du passage du Nord-Ouest. Après des siècles d'échecs, il vient de réussir là où tant d'autres avaient échoué. Mais son pari le plus audacieux reste à venir. Le 7 juin 1909, la nouvelle de l'arrivée supposée de Peary au pôle Nord se répand dans le monde. Amundsen comprend alors que son propre projet polaire risque de perdre tout intérêt. Il prend une décision incroyable. Le 9 août 1910, il quitte la Norvège à bord du Fram, officiellement pour une expédition vers le pôle Nord. Mais ce n'est qu'une façade. Ce n'est qu'en mer, après le départ, qu'il révèle à son équipage son véritable objectif, le pôle Sud. Le 9 septembre 1910, il envoie même un télégramme à son rival britannique Robert Falcon Scott pour lui annoncer qu'il participe à la course. C'est un pari gigantesque. S'il échoue, sa réputation est ruinée. Le 19 octobre 1911, Amundsen quitte sa base antarctique avec son équipe. Après près de 2 mois de progression dans des conditions extrêmes, il atteint le pôle Sud le 14 décembre 1911, 2 semaines avant Robert Falcon Scott. Et il devient le premier homme de l'histoire à y parvenir. Mais Amundsen ne s'arrête pas là. En 1926, il participe à une nouvelle aventure extraordinaire avec Umberto Nobile. Le 11 mai 1926, le dirigeable Norge décolle du Svalbard. 3 jours plus tard, le 14 mai 1926, l'expédition survole le pôle Nord et poursuit sa route vers l'Alaska. Il s'agit de la première traversée vérifiée du pôle Nord par voie aérienne. Puis survient le dernier chapitre de sa vie. Le 24 mai 1928, le dirigeable Italia, commandé par Nobile, s'écrase dans l'Arctique. Lorsque la nouvelle se répand, Amundsen n'hésite pas une seconde. Le 18 juin 1928, il embarque à bord d'un hydravion français LAT-AM-47 pour participer aux recherches. L'appareil disparaît au-dessus de la mer des Barents. On ne retrouvera jamais son corps. L'homme qui avait conquis le pôle meurt en tentant de sauver un autre explorateur. Une fin tragique, mais parfaitement à l'image de sa vie. Toujours plus loin, toujours plus audacieux. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à laisser un petit commentaire. Allez, à bientôt!